qu'est l'industrie, et qui a la particularité d'être partagée entre tous les acteurs, associations, collectivités industrielles, salariés et représentants de l'État. Donc en fait, concrètement, notre rôle, c'est de faciliter les échanges entre les uns et les autres, comme par exemple ce matin, ou encore là, aujourd'hui dans ce café réponse. Donc vraiment, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce café. Donc, ce café réponse, il fait partie du dispositif réponse qui vise à apporter des réponses sur les problématiques de pollution de l'air sur le pourtour de l'étang de Berre. Donc, l'objet de chaque café réponse que l'on organise, c'est de discuter plus finement avec un acteur d'une de ses actions ou de ses résultats, et dans le cadre d'un rendez-vous. Donc, ces cafés réponses, c'est tous les derniers mardis du mois, hors vacances scolaires. Donc, l'intérêt de ces cafés-réponses, c'est de rassembler aussi bien des acteurs du territoire, donc des représentants de l'État, des représentants des associations, des industriels, des collectivités, etc., que des citoyens, parce que chacun y trouve son intérêt. Et évidemment, en termes de sujets, on tourne. Il y a des sujets qui sont associatifs, des sujets qui sont industriels, collectivités, État, etc. Donc aujourd'hui, nous revenons sur une attente qui a été exprimée par les citoyens quand nous sommes allés à leur rencontre, qui était quelle est l'évolution de la pollution de l'air depuis ces dernières années sur le pourtour de l'étang de Berre. Et donc, nous avons demandé à Sébastien Mathieu, qui est chargé d'action territoriale sur les Bouches-du-Rhône, donc plus particulièrement sur les thématiques industrie et acteurs économiques, et aussi chargé d'action territoriale sur le département alpin, de nous présenter les résultats et notamment l'évolution des pollutions de l'air. Alors, juste en termes de modalités, on va avoir 20 minutes, 30 maxi de présentation et 30 minutes de questions-réponses. Vous avez pu voir que le café est enregistré là. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, il vous suffit d'enlever votre caméra. Et enfin, les questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou à la fin, et je le ferai dans l'ordre indiqué en levant la main. Vous levez la main, vous avez une petite icône pour lever la main, et à ce moment-là, je donne la parole. On va être assez nombreux, donc il faut vraiment avoir une petite discipline sur ce côté-là. Et voilà. Donc, l'autre point aussi, c'est que ces cafés-réponses donc, sont enregistrés, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube des SPI. Si vous avez des problèmes techniques, il faut voir avec Shirley. Shirley, tu lèves la main, s'il te plaît. Voilà, Shirley. Et donc, je redonne la main à Sébastien, qui est donc chargé d'action territoriale, je le disais, sur Atmosud, qui est l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air, et qui va donc, en tant qu'expert de la qualité de l'air, nous expliquer où on en est sur l'évolution des polluants atmosphériques. Merci Sébastien. Ton micro. Ton micro. Bonjour à tous, oui, micro c'est mieux. Ouais, je vais vous faire une présentation. Alors j'ai mis beaucoup de choses dedans. Ouais, on a du mal à se corriger, mais parce que j'ai un souci, j'ai une volonté, voilà, de transparence, donc j'ai mis beaucoup de choses. Il y a des paragraphes où je vais peut-être passer un peu rapidement, comme le premier paragraphe introductif, qui est que de vous parler de qui nous sommes, nous, Atmosud. Voilà, avant que de vous faire état de ce que l'on observe, je vais vous montrer qui nous sommes. Alors, partagez, voilà, c'est parti. C'est bon? Vous l'avez à l'écran, Gwen? Oui? Pas Oui, encore? parfait. Ouais. Allez, c'est pareil. Donc, je vais vous présenter brièvement qui est Atmosud avant que de vous exposer voilà, les résultats que l'on a. Alors, Atmosud, c'est l'Observatoire de la qualité de l'air en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, voilà notre organisation et nos missions. Alors, on fait partie d'un réseau national qui s'appelle la Fédération Atmo France. Qui est constitué de structures associatives, Gwenaël l'a dit, on est association loi 1901, et donc en chaque région de France, il existe une structure comme la nôtre qui s'appelle une ASCA, une association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Et donc nous, notre territoire d'investigation, c'est la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'intérieur de laquelle, bien évidemment, on retrouve notre territoire d'étang de Berre. L'agrément ministériel, alors il nous donne des devoirs que de suivre la qualité de l'air en ce lieu, et l'agrément ministériel, il récompense aussi ce que l'on fait tant en méthode mise en œuvre pour évaluer la qualité de l'air que dans les moyens
mises en œuvre, les matériels mis en œuvre, l'étalonnage, tout un tas de sujets métrologiques qui nous collent au basque pour que je puisse m'autoriser à vous donner des informations sur les quantités mesurées et l'évolution. On est, nous aussi, comme le SPI, une structure collégiale. Alors, on a 4 collèges. Nous, il n'y a pas les syndicats, mais les 4 collèges, il y a 4 collèges sur 5 du SPI, donc pas celui des syndicats. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais il y a les services de l'État, DREA, l'ARS, par exemple, qui sont adhérents chez nous, et les collectivités, que ce soit la métropole niçoise ou celle de Marseille, le Pays d'Arles et autres. Les acteurs économiques et à l'intérieur desquels on retrouve les mondes industriels, Arcelor, Esso par exemple, mais aussi le GPMM ou les aéroports, celui de Nice, celui de Marseille, sont des acteurs économiques adhérents chez nous. Et enfin, des associations de protection de l'environnement, voilà, et ces 4 collèges ont un droit de regard sur ce que l'on fait et on leur rend des comptes avant toute chose à ces gens-là. Puis ils cotisent aussi et donc nous donnent des moyens financiers notamment pour mettre en œuvre tout ce que l'on met en œuvre qui permet de suivre la qualité de l'air en ce territoire. On est aussi épaulé par le LCSQA, le Laboratoire central de surveillance qualité de l'air, sur des aspects techniques. L'INERIS, donc le LNE par exemple, ou l'école des mines de Douai qui constitue ce LSQA, sont à côté de nous lorsque nous avons des questions très techniques sur, je ne sais pas, comment mesurer tel composé, quels sont les matériels les mieux adaptés pour mener ça bien cela, est-ce que des outils de modélisation sont disponibles pour faire des prévisions et autres. Bon bref, ils nous aident au quotidien quasiment quand on a des questionnements techniques. L'objectif de nos structures, alors c'est Atmo Sud, mais c'est l'objectif de toutes les structures finalement qui composent Atmo France, c'est avant toute chose surveiller. L'objectif, c'est surveiller la qualité de l'air et donc on est exclusivement mobilisé sur l'air, pas le sol, pas l'eau, pas les aliments, l'air. Et on a déjà pas mal de choses à faire sur ce sujet-là. L'objectif final, c'est vraiment d'évaluer les niveaux, certes, mais l'exposition des populations. Et puis, on rend compte des niveaux mesurés aujourd'hui et hier, mais on essaie de prévoir aussi ce que sera demain. Une fois qu'on a ces données de surveillance, l'objectif fondamental, c'est de partager cette information et donc d'informer et de sensibiliser aussi les populations aux constats que l'on fait et aussi au rôle que tout un chacun a pour améliorer la qualité de l'air. Dans cette surveillance et cette information, on a aussi un point important qui est finalement, par la surveillance que nous menons, on peut évaluer finalement au fil de l'eau des plans et programmes qui sont menés dans les territoires qui visent à améliorer les situations. Le plan de protection de l'atmosphère, bon, il a ses limites et tout ça, mais il ambitionne de faire mieux. Et nous, on est là à surveiller en permanence, jour après jour, finalement, et de pouvoir dire si ce plan de protection de l'atmosphère, par exemple, il porte ses fruits. Les situations s'améliorent-elles ou pas? Bon, il y a plein d'acronymes, le plan de déplacement urbain, le SRADET et tout ça. Bon, c'est des exemples, les plans climat, air, énergie, territoriaux aussi. Parce que notre sujet, c'est l'air, c'est vrai, pour notre santé, mais c'est aussi, on s'intéresse aussi à des sujets plus généraux de planète, de bouleversement climatique et autres. L'objectif final vraiment de nos structures, c'est de faire que l'air soit intégré dans toutes les réflexions politiques, certes, mais aussi finalement citoyens, que le sujet air s'impose à tous en amont et pas après, juste sur les constats. Les 2 piliers de nos actions d'Atmo Sud, c'est vraiment, d'une part, garantir un observatoire de référence qui permet vraiment de surveiller au fil de l'eau et d'évaluer les niveaux de pollution et d'évaluer l'exposition des populations, d'informer, d'alerter. Donc, c'est notre pilier central, l'observatoire, mais c'est aussi l'engagement, on veut aussi travailler avec des partenaires, s'associer à des projets aussi d'industriels, de collectivités ou de citoyens, même d'associations, pour aller vers une meilleure connaissance, accompagner, sensibiliser, participer à des travaux de recherche. Alors, je veux situer en partie basse de la diapo, voilà, que on a un ancrage territorial fort en région sud. On a déjà un certain nombre de gens qui nous suivent, 122 adhérents entre les 4 collèges dont je vous ai parlé. Et puis, on est présent physiquement en 3 lieux. Et Marseille, donc Nice et Martigues, là où je me trouve et où je suis depuis fort longtemps en ce lieu. Donc, on a une présence forte dans les territoires en ces 3 lieux, et puis on a plein de dispositifs de mesure partout ailleurs en région. On est, pour vous situer, de l'ordre de 65 personnes travaillant à Atmo Sud, et nos sujets de compétences, c'est vraiment de la métrologie, de la mesure, de la modélisation, de la prévision,
Et de ces observations, ben, on en tire des expertises que l'on essaye de partager avec tous. Et on fait des actions de communication, de sensibilisation, et on participe aussi à toute action visant à innover autour de ce sujet de l'air, sa surveillance et son amélioration. Alors, l'Observatoire de référence Atmosud, il est bâti sur des observations qui sont faites 24 heures sur 24 dans les territoires et sur la zone de l'étang de Berre. C'est un des lieux de la région sud qui a commencé, où la surveillance a commencé le plus tôt. Donc, on a 50 ans de recul. Alors, on ne va pas se mentir, les 10 premières années, les 20 premières années où la surveillance est menée dans les temps de Berre, il y avait peu de matériel, peu de molécules suivies, mais quand même, depuis les années 80, 90, on va dire, depuis les années 90, on a quand même un regard assez aiguisé sur ce qu'il se passe dans les territoires, à la fois spatialement, en plein de lieux, mais aussi sur une diversité de composés surveillés. De vous rappeler à tous que les stations de surveillance d'Atmosud, qui sont au nombre de 80 à peu près en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont une bonne vingtaine sur les pourtours de l'étang de Berre quand même. Donc il faut mesurer que sur 80, il y en a une bonne part qui est là sur le pourtour de l'étang de Berre. Toutes les observations qui sont faites 24 heures sur 24 sont accessibles à tout un chacun sur notre site internet. Et c'est ce que vous voyez en partie centrale, là, les courbes par exemple. Là, j'ai sélectionné, peu importe, les oxydes d'azote mesurés à Marseille, Bouc-Bélé, Arles, dans le 13. Vous avez accès à l'information heure par heure de ce que nous mesurons et vous pouvez télécharger les données aussi de tout ce que nous surveillons. Alors, les stations de mesure, qu'est-ce que c'est? Moi, pour nous, Atmosud, à chaque fois on dit station de mesure, ça veut tout dire, mais pour le citoyen, je m'imagine que ça peut paraître un peu obscur. Alors, qu'est-ce que c'est une station de surveillance? C'est ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un Algeco, on va dire, une cabine de mesure qui est disposée au lieu où l'on a envie que de surveiller la qualité de l'air. Alors, principalement, nos stations de surveillance, elles sont positionnées dans les lieux habités, ou toutes sont positionnées dans les lieux habités, puisque, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est d'évaluer l'exposition des populations avant toute chose. Donc, l'immense majorité de nos stations sont dans des lieux habités. L'immense majorité de ces stations sont dans des lieux qui peuvent avoir des niveaux les plus élevés d'un territoire. Et je vous dirai comment on a pu savoir que ce lieu est le plus élevé. C'est parce qu'on a fait des campagnes de mesure, on a des modélisations, et puis on a expérimenté plusieurs moyens de mesure pendant plusieurs années avant de décider où l'on allait maintenir une station de surveillance. Donc, des lieux habités qui tiennent compte, bien sûr, de où sont les sources d'émissions, routes, voitures, industrie, bateaux, avions, tout ça, on en tient compte, qui tiennent compte aussi de la topographie des lieux, des cuvettes, des vallées, des hauteurs. À l'intérieur de ces cabines de mesure, on va y trouver tous les matériels que vous voyez dans la slide. On mesure des gaz et des particules et aussi, et ce n'est pas négligeable, des informations météorologiques. Alors on bénéficie, parce que Météo France est adhérent chez nous, on bénéficie de tous les jeux de données Météo France, en prévision d'ailleurs comme en descriptif des jours passés, mais il n'empêche qu'une météo mesurée précisément au lieu où tout un chacun vit apporte parfois un éclairage supplémentaire à l'information Météo France, parce que les stations Météo France, ça reste 4-5 sites dans le 13 ou plus, mais pas beaucoup plus, quoi. Et puis des prévis. Alors nous, on a des stations pratiquement dans tous les lieux en prise avec des sources industrielles. Il y a des capteurs météorologiques pour, lorsqu'éventuellement nous observons un pic de polluants, pouvoir désigner finalement par la direction du vent qui pourrait être à l'origine de ce pic que l'on constate. Alors, les matériels de référence que l'on déploie, c'est ce que vous voyez en partie centrale. Donc, par exemple, chaque matériel va s'intéresser à un polluant, l'ozone, les oxydes d'azote, le SO2. Je vais vous décrire un peu tout ce que nous mesurons. Donc, on mesure des gaz, des composés organiques volatiles aussi, on va beaucoup en parler aujourd'hui. Et puis aussi, en partie droite, on mesure tout ce qui concerne les particules. Alors, pour surveiller les particules, les poussières qu'il y a dans l'air, il y a des matériels qui les pèsent finalement, qui les récupèrent sur filtre et qui pèsent. Et c'est plutôt les particules PM10, donc inférieures à 10 micromètres, ou PM2,5 ou PM1. Et puis, ces dernières années, on s'est doté de matériel qui les compte, ces particules, et notamment pour compter les très fines, les particules ultra fines, parce que, bien sûr, elles sont tellement fines, celles-ci, que lorsqu'on les pèse, elles ne pèsent pas lourd. Et lorsqu'on mesure des PM10, qui intègrent aussi les particules ultra fines, finalement, l'information qu'on délivre en PM10, c'est surtout les PM10, les PM9, les PM8, hein, c'est celles qui ont un diamètre à 10 microns, un diamètre à 9. Et donc, peser, c'est une info, compter en est une autre et apporte un complément d'information. Et d'ailleurs, ces deux grandeurs ne marchent pas vraiment la main dans la main. Et puis, les particules,
on les récupère sur filtre aussi, et il nous est possible du coup d'analyser ces particules et d'y déterminer la chimie qu'il y a, quels sont les HAP qu'il y a dans ces particules, ou les métaux, ou les PCB, les dioxines, et ainsi de suite. En partie basse, vous voyez que de tout temps, nous avons, en plus de ces matériels de référence, qui sont étalonnés, raccordés, qui font état, quoi. Les nœuds, l'INERI, justement, ils ont validé ces matériels pour mesurer le soufre, les particules et tout ça. On a aussi, depuis de nombreuses années, on met en place des matériels qui donnent de l'information dite indicative. Les tubes passifs en sont, par exemple, donc des matériels que l'on laisse semaine après semaine dans les territoires et qui nous permettent, semaine après semaine, finalement, d'avoir une information sur les niveaux d'oxyde d'azote, de benzène, de SO2. C'est moins précis que nos matériels de référence, mais malgré tout, ça donne une information fiable. Et ces derniers temps, il est arrivé des microcapteurs, notamment concernant les particules. Et là, c'est pareil, c'est une mesure indicative, mais qui donne malgré tout une bonne indication des niveaux et des tendances et de l'évolution au fil du temps des concentrations. Et donc, on se sert aussi de ces matériels en plus de nos matériels de référence. Alors, l'information que l'on délivre, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est accessible sur notre site internet. Sur les stations de surveillance, vous pouvez avoir heure par heure les niveaux de polluants. Et puis, l'on donne aussi de l'information en cartographie, c'est-à-dire qu'on fait un aplat de couleurs, finalement, hein, en fonction des niveaux qu'il y a sur les territoires. Et cette slide, ces slides que je vous montre, je vous ai fait apparaître sur les aplats de couleurs, finalement, tous les points de surveillance qui nous permettent de délivrer de l'information cartographique sur les oxydes d'azote, par exemple en haut, ou sur les particules en bas. Ce que je veux vous montrer là, c'est que parfois les gens nous résument trop sur nos simples stations de surveillance. Il y en a 2 à Fos, et ils me disent il en faudrait 6, 7, 8. Il y en a 5 à Marseille, il en faudrait 20. Et de rappeler à tout le monde, au travers de ces slides, que oui, nous avons des stations de surveillance 24 heures sur 24, mais nous avons aussi chaque année beaucoup de campagnes de mesures qui se mènent sur le territoire, qui sont ponctuelles. Elles se mènent peut-être pas tous les ans à Marseille, mais tous les 2-3 ans, on revient, ou tous les 5 ans. Bref, du coup, quand on donne une information cartographique, c'est nos stations de mesure de référence en continu qui donnent de l'information, mais aussi nos campagnes de mesure temporaires. Et après, il y a de la dispersion avec des outils taillés pour, de l'information météorologique et tout ça. Et du coup, voilà, pour finir, il me semble, sur ma présentation d'Atmosud, voilà, qu'est-ce que l'on mesure? Eh ben, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais avant toute chose, des composés dits d'intérêt. Alors, d'intérêt, pourquoi? Eh ben, d'intérêt sur le plan de l'exposition des populations. Donc, on a dans ces polluants dits d'intérêt pour surveiller l'air que les populations respirent, il y a des gaz et des particules, comme je l'ai dit. Il y en a certains qui ont des valeurs réglementaires. Donc, en valeur réglementaire, en air ambiant, il y a un peu deux cadres réglementaires. Il y en a, le premier, c'est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Elle délivre des informations de seuil à respecter dans les territoires, partout, et en Europe et en France. Et c'est que l'aspect air qui prime. Et des études ont montré que tel niveau d'oxyde d'azote pose problème, et donc elle édicte des valeurs à respecter. Et après, il existe un réglementaire Union européenne qui, lui, prend tout ou partie de l'OMS, mais souvent prend des valeurs moins restrictives que l'OMS. Le sujet de l'Union européenne, la volonté de l'Union européenne, c'est aussi de faire que tous les États avancent, que tous les États avancent. Et donc, ils ont mis des seuils à atteindre, mais la finalité pour ces deux instances, finalement, c'est vraiment un respect de l'OMS, quoi, des seuils OMS. Mais bon, il y a ces deux référentiels dans l'air ambiant, OMS, Union européenne, et donc tous les composés qui ont une valeur réglementaire à respecter, nous les surveillons. Que ce soit les oxydes d'azote, le NO2, l'ozone, l'O3, le SO2, le dioxyde de soufre, le benzène, benzoapyrène, bon, les particules fines, ultra fines, les métaux, le plomb, le nickel, donc tous les composés, quand une valeur réglementaire, nous les surveillons, et depuis des années. On mesure aussi des polluants qui n'ont pas de valeur à respecter en Union européenne ni à OMS, mais qui ont des valeurs toxicologiques de référence. Autrement dit, il y a quand même des chercheurs en santé qui sont penchés sur des molécules et qui ont dit le toluène, ça pose quand même un problème à la santé. Et donc, ils ont fixé des valeurs toxicologiques de référence annuelles ou sur plusieurs années, sur 15 jours et tout ça. Et donc, on mesure une grande partie de ces composés qui ont des valeurs toxicologiques de référence, comme par exemple toluène, butadiène, plein d'autres métaux que les simples 4 réglementés que sont le plomb, le nickel, l'arsenic, cadmium. On mesure aussi le chrome, le vanadium et ainsi de suite.
Dans les HAP réglementés, il n'y a que le benzoapyrène, mais on ne se prive pas que de mesurer les autres, l'anthracène, le fluorantène et autres, l'ammoniac, l'H2S. Bon, bref, je vous ai mis des pointillés parce que la liste est longue. OK, on ne mesure pas partout ces composés, mais on mesure ces composés là où il y a un réel intérêt parce qu'il y a des sources qui en sont émettrices, par exemple. On ne mesure pas toujours en façon continue les dioxines et furanes, mais on le fait fréquemment, quand même suffisamment régulièrement pour avoir un avis sur les niveaux. Et enfin, dans ces composés qui ont un impact sur la santé, on mesure aussi des composés qui n'ont ni normes dans l'air ambiant, ni même de VTR au stade où je vous parle, mais où l'ANSES, par exemple, s'est prononcé récemment en disant que les particules ultra fines, donc celles qui tournent autour d'un rayon, d'un diamètre de nanomètres, des particules nanométriques, ces particules nanométriques, il n'y a pas encore de seuil réglementaire en santé, mais il y a une certitude sur le fait qu'elles posent problème à la santé, et notamment sur le cardiovasculaire. Et donc, le black carbone en fait, est aussi un sujet d'intérêt sanitaire. Et du coup, nous avons aussi, depuis quelques années, mis en œuvre des surveillances sur ces grandeurs-là, en attendant tous qu'une valeur réglementaire arrive pour qu'on puisse confronter nos données à ces valeurs réglementaires. Et enfin, on mesure aussi, en quelques lieux, des composés qui n'ont pas un lien franc et direct avec notre santé directe, mais quand même des composés qui ont plus un impact sur la planète, comme le CO2, le méthane ou le protoxyde d'azote. Donc voilà tout ce que l'on surveille. Et donc du coup, je vais vous faire état de l'évolution des polluants. Alors vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire état de tous les composés. Je vais vous prendre des sélections de quelques-unes de ces molécules, mais parce qu'elles sont révélatrices de la dynamique générale, parce qu'elles sont révélatrices de quelques émetteurs singuliers, et puis parce qu'on a de la surveillance depuis fort longtemps aussi et des certitudes sur ce que l'on voit. Alors, les niveaux de polluants dans le territoire, et notamment dans l'arrondissement de 10, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous ai pris, pour commencer, un indicateur. Comme je vous le disais, je peux vous parler du SO2, du benzène, du CO2, tout un tas de molécules isolément, mais on a aussi construit, année après année, des indicateurs, et notamment nous, Atmosud, ces derniers temps, on a fabriqué un indicateur qui s'appelle ICARE, qui, en plus, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissaient l'indice Atmo, Atmo France. Alors, le grief d'Atmo France, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de molécules, c'est qu'il fait des moyennes journalières, donc on va dire il noie le poisson. Non, c'est pas qu'il noie le poisson, mais il fait des moyennes de moyennes de moyennes, qui fait qu'à chaque fois, on est moyen. Là, l'indice IKRH, il a plus de dynamique. Il intègre les particules PM2,5 en plus de ce que faisait l'indice Atmo. Et pour nous, spécialistes de l'air, il nous semble qu'il est quand même révélateur vraiment de ce qu'est la qualité de l'air en ces territoires. Je ne me cantonnerai pas à cet indice IKER, je vais après dérouler sur quelques molécules singulières. Alors regardez, les tendances que l'on a sur cet indicateur IKER, qui est ozone, NO2, PM10, PM2,5. Et quand même, je vous ai pris une fenêtre très récente, 2017-2021. On voit tous quand même à l'œil nu, vite fait sur ces cartes, que la carte 2017, qui était fort jaune et rouge, elle s'est un petit peu verdie. Alors, pas tout à fait dans nos territoires, mais un peu dans les campagnes, on va dire. Et puis, elle s'est quand même un peu moins orangée dans nos territoires, elle est devenue un peu plus jaune. Bref, la dynamique sur ces grandeurs-là, elle est à l'amélioration partout dans les territoires. Et je vais vous le préciser en vous le montrant sur des stations de surveillance. Là, vous avez des courbes. Alors, ce n'est pas fait pour regarder chaque courbe isolément. On vous a mis des codes couleurs quand même pour voir que le territoire de l'étang de Berre, ce sont des courbes jaunes. On appelle ça, nous, l'ouest des Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire l'étang de Berre jusqu'à Arles-Salon. L'est des Bouches-du-Rhône étant en rouge, c'est-à-dire Marseille, Aix, Aubagne. Le bleu étant la région niçoise, puis après Toulon, Avignon. Bon, les oxydes d'azote, je vous montre les oxydes d'azote, et ça, c'est des niveaux mesurés sur nos stations de référence. Il y a des sites de fond, il y a des sites de proximité de source, proximité industrielle, proximité routière, proximité navire et tout ça. On voit vite quand même que la dynamique en tout point du territoire, elle est quand même à l'amélioration. Les oxydes d'azote s'améliorent dans notre air que l'on respire partout dans les territoires. Et il n'y a pas un territoire de la région sud qui dit non, ça moi je monte alors que tout le monde descend. Tout le monde descend. Je vous ai mis quelques valeurs réglementaires en haut. Et quand la présentation, vous l'aurez dans les mains, vous pourrez détailler. Et du coup, il y a les deux référentiels dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plus à droite, tout en haut, la ligne directrice OMS qui dit il ne faut pas qu'il y ait plus de 10 microgrammes par mètre cube. Autrement dit, on est tous, on a toujours été, et on l'est encore, tous au-dessus de cette ligne directrice OMS.
L'Union européenne avait dit il ne faut pas qu'en Europe, il y ait des dépassements du 40 microgrammes en année. Eh ben, on a passé beaucoup d'années avec des sites, notamment dans les grandes villes de Nice ou de Marseille, à franchir ces valeurs de 40 microgrammes. On est ces dernières années, 2022, eh ben, on n'avait plus beaucoup de sites qui le franchissaient, mais, entre guillemets, l'Union européenne est en train de revisiter ces sites aussi et elle s'apprête à mettre à la place de ce 40 microgrammes le 20 microgrammes. Donc, on va dire que ça y est, on se retrouve à peu près tous encore à être au-dessus du 20 microgrammes par mètre cube. Je parlerai, alors, je fais cette petite aparté parce que dans la slide, il y a ces valeurs réglementaires, mais je vais finir ma présentation après vous avoir parlé de l'évolution des niveaux. Je finirai ma présentation sur vraiment le sujet santé et confronté à ces seuils réglementaires. Pour l'instant, on va rester bloqué vraiment sur mes courbes. Les oxydes d'azote que l'on mesure à Marseille, à Nice, à Fos, à Istres, à Port-de-Bouc, à Saucé, à Marignane, diminuent d'année en année dans les territoires. Les oxydes d'azote, c'est principalement le transport routier qui s'exprime, mais en vérité, les émetteurs d'oxyde d'azote, c'est l'industrie, le bateau, l'avion, le chauffage, les brûlages, les incendies, quoi. Tout le monde en fait. Mais c'est vrai que la source routière, parce qu'elle émet dans les pots d'échappement à 30-40 cm du sol, dans toutes nos rues, finalement, où que l'on mesure les oxydes d'azote, c'est surtout la voiture qui s'exprime. C'est avant tout la voiture qui s'exprime. Donc les oxydes d'azote, c'est en diminution. Je vais passer aux particules, les particules PM10, donc inférieures à 10 micromètres. Là aussi, tous les territoires, alors vous avez peut-être vu à l'œil nu que autant sur les oxydes d'azote, je vais le remontrer, autant sur les oxydes d'azote, l'étang de Berre est plus éloigné dans ses niveaux que Nice, Marseille, qui sont des grandes villes, autant sur les particules PM10, finalement, on est tous à peu près dans une même mouvance, des niveaux relativement semblables. Il n'y a que des sites d'extrême proximité routière, à Marseille comme à Nice, dans des rues canyons très enfermées, où les particules s'accumulent jour après jour, où vraiment il y a des niveaux élevés, mais sinon, les niveaux en PM10 sont assez homogènes. Et là aussi, la tendance, elle est à la diminution d'année en année. On parlera des valeurs réglementaires, mais hein, vous le voyez, on est toujours au-dessus des valeurs réglementaires. Les PM2,5, donc une frange des particules plus fines encore que les PM10, puisque là, on s'intéresse à toutes les particules inférieures à 2,5 micromètres. Et bien là aussi, alors il y a une homogénéité un peu aussi des niveaux. Alors il n'y a qu'un site loin, là, à Saint-Michel Observatoire, dans le 04, qui est la courbe tout en bas, qui lui nous montre que loin des voitures, loin des industries, loin des avions, loin des bateaux, effectivement, il peut y avoir mieux en particules dans l'air. Autrement, tout le reste, quand on est à Manosque, à Gap, ici, à Fos ou à Martigues et autres, les niveaux sont assez homogènes et eux aussi montrent une diminution année après année. Je vous ai parlé des polluants marseillais, niçois, que l'on retrouve aussi hein, sur l'étang de Berre. Et là, je vous fais un zoom vraiment sur des polluants qui sont très singuliers au territoire de l'étang de Berre. Et le dioxyde de soufre, par exemple, et le polluant emblématique du territoire de l'étang de Berre et des rejets industriels. Le réseau Atmosud, et il s'appelait Arfobep au début sur l'étang de Berre, ben, il s'est constitué en surveillant le dioxyde de soufre. Quoi. Ça s'appelait les activités fortes au début, mais rapidement, c'est tourné sur le dioxyde de soufre. Alors, de vous montrer sur le graphe en haut à gauche des histogrammes que les pointes, parce qu'on me fait souvent le reproche que l'on parle de moyenne annuelle. C'est vrai que les graphes que je vous ai montrés tout à l'heure, c'était des moyennes annuelles, année après année. Mais comme je vous l'ai dit, on surveille 24 heures sur 24, donc j'ai une vision aussi finalement des épisodes de pointe, des horaires, des journées et tout ça. Le dioxyde de soufre a des valeurs réglementaires qui cadrent les horaires. Il ne faut pas dépasser plus de 300 microgrammes sur une heure. Et de vous montrer que la somme le nombre de dépassements de ce seuil de 300 microgrammes sur la totalité des stations de surveillance de l'étang de Berre, qui était de l'ordre de 28 stations en 2003, faisait 450 heures de dépassement horaire du dioxyde de soufre, 10 à Fos, 20 à Port-de-Bouc, 13 à Rognac, bon bref, peu importe, on arrivait à faire 450 heures sur une année. Et puis, d'année en année, ben, ça a diminué pour arriver ces dernières années, 2021-2022, à n'observer que 1, 2, 3 dépassements et souvent en lien avec une opération de redémarrage d'une industrie qui se passe pas si bien que ça. Donc, on peut avoir 1 heure, 2 heures. Donc, on continue. On note clairement la diminution fondamentale des pics de pollution au dioxyde de soufre. Mais on continue à suivre ce composé-là parce qu'on peut
toujours à Fos, à Port-de-Bouc, observer une fois, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et donc, on veut toujours les observer. De vous montrer le graphe à droite que si je m'intéresse aux moyennes annuelles, de la pire de mes stations, de la meilleure de mes stations et de la moyenne de mes stations, la dynamique est aussi à l'amélioration. Et l'on est ces dernières années autour du 0, 1, 2, 3 microgrammes par mètre cube, dont acte, tant mieux. On est tous contents que le dioxyde ait disparu de nos territoires. Et la principale explication de cette diminution de dioxyde de soufre, c'est ce graphe qui l'illustre, c'est les quantités de dioxyde de soufre émises sur le pourtour de l'étang de Berre et qui occasionnaient ces valeurs élevées, qui ont fortement diminué. On était dans des années un peu folles de entre 1970 et 80 à 600 tonnes jour de dioxyde de soufre jeté dans notre atmosphère sur l'étang de Berre, et on est passé autour des 20 tonnes jour, toutes sources industrielles confondues, à émettre sur l'étang de Berre. Donc, 20 tonnes, alors certains diront c'est toujours de trop, j'entends, mais voilà, il faut mesurer le chemin parcouru quand même, et nos mesures faites au plus près de vous montrent clairement que cette diminution à l'émission a une répercussion forte sur les niveaux que l'on mesure dans l'air ambiant. Alors, le dioxyde de soufre, est-ce qu'il masque est-ce que l'amération du dioxyde de soufre, finalement, je peux l'observer sur d'autres grandeurs? Alors, je vous l'ai montré sur les particules PM10, PM2,5, NO2. Finalement, oui, on montre qu'il y a aussi diminution. Et après, je vous ai pris un polluant que le benzène, je vous illustre sur cette slide le benzène, qui fait partie des composés organiques volatiles. Alors, dans cette famille, il y a le toluène, le xylène, il y en a vraiment une grande variété de composés. Je vous ai illustré au travers du benzène la situation que l'on a notamment en proximité industrielle sur le territoire de Berre, parce qu'il est quand même grandement... Le benzène, il est d'une part réglementé en air ambiant, il est cancérigène, mutagène, reprotoxique, donc c'est une cochonnerie. Il y a eu la carte à couleur nous montre que Atmosud, à l'époque s'appelait Afobep sur l'étang de Berre, avait initié une campagne d'observation en 200 points du territoire. Chaque petite croix qu'il y a sur le fond de carte est un lieu où des mesures par tube passif, donc des matériels indicatifs, avaient été faits en 2001-2002. Chaque semaine, nous faisions 200 tubes de mesure pour à la fin avoir une vision annuelle des niveaux en ce lieu. Et on avait montré en 2001-2002 que des dépassements de valeurs limites pour la santé étaient observés non loin de Berlétan et non loin de l'Avera. Vers Fos, les niveaux étaient modérés. Et nos collègues à Marseille avaient fait à peu près la même étude et avaient montré que dans la baie de l'Yonne, il y avait là aussi des niveaux importants. De cette évaluation 2001-2002 des niveaux en benzène notamment, nous avons, nous, Atmosud, tiré les enseignements et mis en place dans les lieux les plus critiques des matériels pas indicatifs, mais de référence, qui ne mesurent pas semaine après semaine, mais qui mesurent quart d'heure par quart d'heure et heure par heure les niveaux. Et donc, c'est le graphe qu'il y a à droite. En 2004, Berlétan, Pennes-sur-Yvonne avait un chromatographe qui, quart d'heure après quart d'heure, donnait les niveaux. Et l'on pouvait, quart d'heure après quart d'heure, certes, regarder la dynamique, mais aussi, à chaque fin d'année, pouvoir tirer des enseignements sur les moyennes annuelles. Et de montrer que, et puis Martigues-la-Vera est arrivé vers 2008, on a mis un capteur à Martigues-la-Vera, puis Fos-Carbin est arrivé plus tardivement, en 2019, de montrer qu'en ces 4 lieux très en prise avec les rejets industriels, et là où des niveaux importants étaient observés, là aussi, la dynamique à l'amélioration, elle est réellement là présente. On s'est éloigné, tous les citoyens de ce territoire se sont éloignés que de respirer des valeurs limites en santé de 5 microgrammes. On est tout dans les territoires autour d'une valeur annuelle de l'objectif de qualité OMS, 2 microgrammes par mètre cube. Je suis obligé de rajouter que cette valeur de 2 microgrammes par mètre cube en benzène, en moyenne annuelle, sachez que dans bon nombre de tissus strictement urbains, il y a aussi des niveaux de ce gabarit-là, 1,8, 1,7, 2,1. Bon, finalement, ce territoire qui était avec des niveaux dépassant les valeurs limites en benzène se retrouve finalement dans un lieu, malheureusement, comme tout le monde, où on tutoie l'objectif de qualité. Je dis malheureusement parce que l'objectif de qualité, ça veut toujours dire que notre santé est mise à mal. Je vous fais un petit résumé sur l'évolution des concentrations, où on a fait des courbes qui moyennent toutes nos stations de surveillance pour vous redire que PM10, NO2, PM2,5, SO2, CO, benzène, toutes ces graphes, toutes ces observations menées sur le territoire nous montrent qu'on est à la diminution. Il n'y a que la courbe rouge que vous voyez en haut, qui, elle, ne bouge pas beaucoup, c'est la pollution à l'ozone.
Alors l'ozone, personne ne l'émet directement, mais tout le monde y participe. C'est-à-dire que l'ozone, finalement, il est le reflet quand même de toutes nos émissions, navires, bateaux, industrie, voitures, pas chauffage, parce que c'est l'été que souvent ces épisodes d'ozone s'opèrent, mais pour vous montrer que malheureusement, il y a beau eu avoir des améliorations sur tout un tas d'autres de molécules concernant la pollution à l'ozone, dans nos latitudes, nous, en tout cas ici sur la région sud Provence-Alpes d'Azur, les niveaux de fond, ils continuent à être aussi élevés qu'ils ne l'étaient avant. Il y a des travaux qui sont menés pour mieux Excuse-moi, comprendre. Oui, Sébastien, oui, c'est que je vois qu'il te reste encore beaucoup de d'accord. slides et il te reste Et c'est à peu l'heure. près 3 minutes. Et en C'est fait, bon. je pense que c'est vraiment l'intérêt, c'est Ouais, bien sûr. d'avoir des échanges. Il y a déjà des questions qui s'accumulent Ça marche. dans le chat. Donc, et si vraiment il manque des choses, on refera un autre café Non, mais réponse. regarde, j'en arrête là. Je vous fais fi, mais je vais en parler une slide simplement. Je vous ai montré, je vais arrêter dans 3 minutes vraiment, Gwen, hein, pour laisser la place aux échanges. Je vous ai parlé vraiment des niveaux que l'on mesure sur les territoires, des stations de surveillance, des campagnes de mesure. Pourquoi finalement tous ces niveaux diminuent? Parce que principalement, les quantités qui sont émises dans nos territoires diminuent. Vous vous rappelez qu'au travers de Sigal, une application, nous vous donnons accès à des données que nous collectons, nous, Atmosud, de quantités émises d'industries, de navires, de bateaux et tout ça, que ces données-là, nous avons créé sur Sigal un arrondissement d'Istres, donc un territoire bien singulier arrondissement d'Istres, pour que tout un chacun puisse observer au fil du temps les quantités qui sont émises dans le territoire. Et donc de vous rappeler que le dioxyde de soufre dans notre territoire d'Étang de Berre diminue d'année en année en quantité émise. Ça, je vous l'avais déjà dit. Que les COV diminuent d'année en année en quantité émise. C'est pour ça que finalement, je mesure moins de benzène sur le territoire. De vous montrer que les oxydes d'azote diminuent. Vous regarderez tous et vous verrez que les navires qui sont en bleu ciel, par exemple, dans notre territoire, eux, semblent continuer à émettre d'année en année à peu près les mêmes quantités. Donc, il faut qu'ils continuent à faire des efforts. Les PM diminuent, les PM2,5 diminuent. Et juste de vous repréciser un sujet concernant, je vous ai dit que je finirais par la santé, que pour vous dire, pour conclure, que oui, les niveaux que nous respirons sur tout un tas de molécules et sur toutes les molécules, on va dire vraiment, diminuent d'année en année. Pourquoi? Parce que les quantités émises diminuent en année. Pourquoi? Parce qu'il y a des progrès technologiques sur les voitures, sur les essences, sur les moteurs, sur les pots d'échappement, sur l'industrie, sur l'avion, sur le bateau. Ils font quand même tous des efforts. Mais bien que cette diminution existe sur les molécules, quand on s'intéresse au cumul de tous les polluants que nous respirons quotidiennement et que l'on confronte cela à des seuils OMS et tout ça, on a cette vision de cette carte qui est de dire que tout le territoire est en excès de risque en santé en lien avec les niveaux, quand même, bien qu'il y ait diminution, il y a excès de risque. Et que les proximités routières et les proximités industrielles restent des lieux à surexcès de risque, on va dire. Hein. L'excès de risque, il est supplémentaire. Et de vous dire que cette étude, qui avait permis de dire cela, nous allons, Atmosud, avec nos partenaires ARS, la relancer en 2023, cette étude d'excès de risque. On va la relancer en 2023. Ce que je vous ai montré, c'était une vision 2013-2015. Donc en 2024, je vous partagerai la vision qu'il y a de ce territoire étang de Berre au regard de l'excès de risque, au vu des dernières données que nous avons mesurées sur le territoire, qui ont baissé certes, mais qu'en est-il sur l'excès de risque? Voilà, Gwen. Je suis désolé, moi je suis... Ouais. Fabuleux. Non, mais t'es merveilleux, t'es merveilleux. Merci encore, c'est toujours très passionnant. Enfin, c'est toujours passionnant les explications sur la pollution de l'air et tu le fais merveilleusement bien. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, je vais passer aux questions. Donc, il y avait une première question qui était de René sur les PM2,5, PM10. On remonte les 2 dernières années. Ouais. Alors, je ne comprends pas très bien la question. Peut-être tu la comprends mieux que moi. Non, René, tu nous précises? C'est peut-être le Covid? Un manque de... René, tu nous entends? Bon, Alors, peut-être ça. Alors, bon, moi, ce que je peux dire, effectivement, c'est que quand je parlais de diminution des composés, on peut dire, et c'est peut-être ce que tu as vu, René, avec ton œil expert, c'est que ces dernières années, ça tutoie un peu, ça stagne un peu. Et donc, alors, les courbes nous montrent déjà que pendant Covid, sur tout un tas de polluants,
notamment les polluants liés au trafic routier, NO2, PM10, PM2,5, on va dire, effectivement, nous avons clairement vu dans nos territoires, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, qu'en 2020, les niveaux ont flanché. Moins de voitures sur nos routes, moins de plein de choses, ça fait des niveaux plus faibles. Et de dire qu'en 2021-22, il y a eu rebond, on est reparti à nouveau un peu plus élevé, mais on ne contredit pas tout à fait la grande dynamique de la diminution, même si elle diminue un peu. Et forcément, d'année en année, on ne risque plus d'avoir les grandes baisses que l'on avait avant. Et de certains de dire on est parti de tellement haut qu'on pouvait que baisser, effectivement, et je pourrais les rejoindre, on est parti tellement haut qu'on pouvait que baisser, mais il faut saluer quand même malgré tout la dynamique à la diminution qu'il y a eu. Très bien. Je Est-ce que je passe peux aussi à compléter la la question. réponse? Oui. C'est Marc, donc je représente les industriels avec le GMIF. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une forte dynamique d'amélioration et d'investissement poussée par la réglementation qui était de plus en plus contraignante. Et à un moment donné, forcément, on atteint un plateau. Alors, est-ce qu'on y est aujourd'hui? Peut-être, hein, sur les plus gros polluants. Et si on fixe de nouveaux objectifs, donc comme les cibles OMS qui sont encore plus basses, forcément, il y aura de nouveaux investissements. La question de Jean-François maintenant. Comment explique-t-on que pour le benzène, l'amélioration est notable à Berre et Pennes-sur-Yvonne, mais pas à Martigues? Moi, j'ai plus. Alors, moi, l'amélioration est liée sur tous les lieux. Alors, que je dise pas de bêtises. Martigues, on a commencé l'observation plus tardive, quoi, avec notre chromato, on a commencé l'observation plus tardive à Martigues. Et du coup, les années où la grande diminution s'est observée ailleurs, à Berre comme à Pennes-sur-Yvonne, on ne l'a pas vue. Mais elle a eu lieu, j'en suis convaincu. Pourquoi j'en suis convaincu? Parce que le monde industriel, qui est principalement émetteur autour de l'Avera, a fait des améliorations importantes sur les COV, a diminué fortement finalement les quantités qu'il a émises. Bref, sur l'Avera, il y a eu amélioration, c'est sûr. Alors là, je vous ai montré des moyennes annuelles, mais sur les pics et tout ça, c'est moins intense. Les niveaux en COV sont moins intenses dans les proximités industrielles, en pic. C'est surtout moins fort en niveau chronique, hein, ça c'est sûr, mais même dans les pics, c'est moins intense. Donc Martigues, il y a eu aussi l'effort fait. Après, la zone de l'Avera est une grande source d'émissions de COV. Et il y a d'autres territoires qui sont un peu plus modestes, entre guillemets. Jean-François, tu veux compléter peut-être? En fait, il y a une amélioration extraordinairement notable sur les deux autres sites, alors qu'à Martigues, on a vraiment l'impression que ça stagne. Effectivement, on voit que les mesures sont plus tardives, ça commence plus tardivement. Et moi, la question, c'était pas tellement pourquoi ça stagne à Martigues, mais c'est qu'est-ce qui a permis d'améliorer, parce que ça, je crois que les citoyens, ils sont pas tellement au courant, et peut-être il faudrait communiquer sur les process industriels qui permettent justement de passer de X, je ne me souviens plus, admettons de 20% de benzène à 3% de benzène. C'est comment les industriels font. Ils répondent effectivement à une contrainte, mais peut-être les process, c'est important d'expliquer aux gens. Est-ce que c'est des filtres? Est-ce que c'est d'autres types de procédés? Est-ce que c'est voilà, et peut-être ça aurait du sens. Et tu sais quoi? Tu me fais une formidable transition. Alors non, c'est un peu tôt pour la transition et conclure, mais en fait, on organise le temps de réponse donc au moment des Journées nationales de la qualité de l'air, donc le 12, 13 et 14 octobre, sur différentes villes du territoire. Donc il y a Fos, Martigues et Rognac. Cognac, merci. Et en fait, justement, il y aura un des ateliers où on parlera des améliorations en termes de process industriels sur la qualité de l'air. Fabuleux. Merci Jean-François. Peut-être que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Vas-y. Est-ce que ça vient pas, les COV ne viennent pas des incinérateurs? Alors, donc Martigues particulièrement. Non, le principal, quand vous regarderez dans Cigale un peu les sources émettrices de COV, alors les COV à l'échelle départementale, il ne faut pas oublier que la nature est un gros contributeur aussi. Et en vérité, ça dépend de quel COV on parle. Par exemple, les terpènes et tout ça, et qui ont un lien réel avec la pollution à l'ozone, la nature en est grand pourvoyeur. Sur les sources anthropiques, les plus grands émetteurs de composés organiques volatiles restent quand même le monde industriel. Alors, c'est pas vrai, il reste le monde industriel autour de la pétrochimie.
Hein, il y a des industriels cimentiers, tout ça, qui en font moins, mais ils en font quand même un peu, et les arcélors, quoi, les sidérurgistes en font également. Les incinérateurs, relativement peu. Les incinérateurs, relativement peu. Les incinérateurs d'ordures ménagères, relativement peu. Je parlais des incinérateurs industriels. Oui, mais c'est quoi un incinérateur industriel Comme à Rognac, comme à Fos. Ah, voilà, le Solamat et autres, Solamat Merex. Solamat. Non, c'est pas des grands. Ils en émettent assurément, mais c'est pas des grands contributeurs. Dans la liste, voilà, nous on a accès aux bases de données, voilà, du monde industriel. C'est pas les plus gros émetteurs, loin s'en faut. Ça reste la pétrochimie, le plus gros contributeur à ces émissions de CO2. Et les Donc, pour aller avions, plus loin dans cette... Pardon. les avions, non? Il n'y a pas de retombées? Alors, les avions, c'est pour ça que les deux aspects que je vous évoquais, c'était les niveaux que l'on respire. Et les niveaux qu'on respire à Martigues, c'est l'Avera principalement qui en est à l'origine. Et les voitures alentour, et camions alentour, et même les bateaux. Les avions, au niveau planétaire, sont une grande source d'émissions et de CO2, oui, aussi, et de particules. Par contre, quand on fait des mesures à Marignane, non loin de la plateforme aéroportuaire de Marignane, et on l'a fait en 2019, les niveaux de CO2 sont très faibles au contact de la plateforme aéroportuaire. Ils sont beaucoup plus élevés dans la ville de Marignane, où la circulation routière est là, et le chauffage et tout ça, et sont beaucoup plus élevés dans la ville de Berre, au contact de la plateforme pétrochimique de Berre-l'Étang. Donc oui, c'est des contributeurs. La source avion est contributrice au niveau planétaire, mais pas forcément grandement contributrice sur les niveaux que nous respirons, nous, au quotidien, dans nos territoires. Et Donc, ces en fait, il y a composés volatiles, l'émission, une et fois qu'ils après, sont attendez, dilués, je reprends la parole. Il y avait une autre question dans le chat, s'il vous plaît. Donc, il y a l'émission, et après, il y a ensuite la dispersion, et il y avait une question qui était, est-ce qu'on arrive à retracer la dispersion des pollutions de chaque industriel? Ben alors, alors, c'est pour ça que je disais, on a des capteurs météorologiques aussi là où les stations sont, et donc on peut parfois effectivement arriver à dissocier les uns des autres et dire oui, c'est vous, industriel, qui semblez être à l'origine de ce que je vois ici à la station de Fos. Parfois, il nous est bien difficile que de les dissocier, et donc on dit c'est la plateforme dans sa généralité qui génère cela. Il y a des fois des molécules qui les distinguent. Hein, il y a des émetteurs qui ont des molécules bien singulières, et donc il est assez simple de dire ben, cette molécule, c'est vous qui en êtes à l'origine. Bon, bref, de toute façon, l'industriel, on n'a pas besoin de le convaincre, il en est convaincu lui aussi. Donc parfois oui, parfois non. Et après, il y avait encore une question sur est-ce que vous suivez la qualité des fumées émises à la source? Alors, non, voilà. On est à la réception, là où les gens respirent, là où les gens vivent. On collecte des données d'émissions, mais que d'autres font. Par exemple, le monde industriel doit surveiller dans ses cheminées un certain nombre de composés, tout ça. Et donc, c'est de son ressort à lui et des bureaux d'études et des bureaux de contrôle qui mandatent pour faire cela. Ces données qu'il acquiert, lui, le monde industriel, eh bien, il les met à disposition dans des bases de données auxquelles j'ai accès. Donc, je ne fais pas des mesures à l'émission, je fais des mesures à la réception, là où les gens vivent, mais je récupère les données d'émission de toutes les sources industrielles notamment. Et c'est ce qu'on met en partage dans Sigal. On vous met en partage dans Sigal toutes les données que nous collectons d'émissions, mais ce n'est pas des mesures Atmosud, c'est des données collectées auprès de plein de... Et on a des liens privilégiés avec le GPMM, par exemple, l'aéroport ou le monde industriel, pour attraper des données les plus précises qui soient. Marc, tu souhaitais rajouter quelque chose? Oui, très, très brièvement, juste pour compléter. Effectivement, les mesures à l'émission sont elles-mêmes réglementées, c'est-à-dire que chaque industriel a une limite de polluants à l'émission à respecter, et c'est dûment contrôlé. Hein. Ensuite, il y avait, pardon, Bruno. oui, par rapport aux composés volatiles, ma question c'était est-ce qu'ils s'élèvent dans l'atmosphère, est-ce qu'ils retombent ou est-ce qu'ils se diluent complètement un peu partout? Alors, il y a tout. Quoi. Déjà, dans le terme composé organique volatile, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils se volatilisent, donc assez rapidement, ils s'évaporent de source et après, ils se diffusent dans l'atmosphère. Alors, en vertical, à l'horizontale, ils se modifient, ils se transforment, ils se recombinent. Donc, il y a tout. Vraiment, j'en parlais ce midi avec des spécialistes chez nous qui suivent nos matériels. Il y a des sujets de thèse qui se sont faits des années et des années, et il y en a plein devant nous encore qui peuvent se poursuivre sur ces sujets. Nous, les composés organiques volatiles, voilà, on les surveille comme toujours là où vous respirez, vous, avant toute chose. Et c'est vrai que j'ai peu d'informations sur 100 mètres au-dessus de vos têtes, ni 200 mètres au-dessus de vos têtes. Par contre, j'ai des informations là où vous respirez.
Merci. Une dernière question. question. Est-ce que ça vous arrangerait pas de pouvoir faire une relation directe avec les relevés des industriels si vous les aviez en temps réel? Pour la compréhension des phénomènes, oui, oui, c'est toujours intéressant d'avoir des émissions en instantané à l'émission et nous avons la réception, donc on pourrait mieux comprendre. Mais le fondamental, quoi, on a parfois, donc on a ce genre de choses, comme on essaie aussi d'avoir des données de trafic routier pour pouvoir avoir en permanence une vision de l'encombrement de nos routes, pour pouvoir expliquer éventuellement l'apparition. Mais ces jeux de données, ils ne sont pas simples à obtenir en continu. En continu. Ils sont pas simples à obtenir en continu. Alors, dans la compréhension des phénomènes, ce sera intéressant. Mais ça ne changerait pas grand-chose finalement dans ce que je vous dis, c'est-à-dire voilà les niveaux qu'il y a là où vous respirez. Merci. Il y a une question aussi sur la contribution des bateaux pétroliers dans le golfe et à quai. Ouais. Ouais, ils participent et justement en quantité émise, vous le verrez quand vous prendrez le temps que de détailler, mais en quantité émise dans le golfe de Fos, cette source de navires n'est pas anecdotique, loin s'en faut, sur les poussières, sur les oxydes d'azote, même sur le dioxyde de soufre, ils participent. Après, quelle est la part de ce qu'ils émettent dans les niveaux qu'on mesure à Fos? C'est dur. Ils y participent, mais on a du mal. Quand on mesure des oxydes d'azote à Fos, on a vraiment du mal à dire ce qui revêt du bateau, de l'industrie, de la voiture, du camion. Voilà. Et donc, du coup, quand on ne sait pas, on ne le dit pas. Et on dit juste, voilà, à Fos, les niveaux qu'il y a en oxyde d'azote, 20 microgrammes, 23, 25, tous sources confondues. C'est mieux, je passerai demain en fin de matinée. Ensuite, Marc. Oui, je voulais donner l'information sur les COV. Effectivement, ce que dit Sébastien, c'est très juste. C'est un apport dans l'atmosphère. Après, ça se recombine. C'est très complexe. Donc, l'objectif de tous, c'est de réduire leur émission à la source. Et il y a un effort tout particulier qui est fait dans la zone Fos-étang de Berre depuis 2018 avec une réglementation locale donc qui est appelée du nom barbare de arrêté préfectoral COV et par lequel donc l'ensemble des industriels sont contraints d'investir, de changer des modes opératoires, etc., pour réduire les émissions de COV à la source. Jean-François? Je l'ai écrit dans le chat, mais je vais le dire à l'oral. C'est vraiment une question naïve pour Sébastien. Est-ce qu'on a l'équivalent de Atmosud pour l'eau? Parce que beaucoup de ces juste pour dire, parce qu'évidemment, ces polluants, on a là, Atmosud nous mesure de l'instantané, du suivi extraordinaire, fait des moyennes sur l'année. Mais nous, on est des machines vivantes à concentrer bien de ces polluants. Et par exemple, les poissons, dont on est friand dans le sud. Et je voulais savoir si on avait un même réseau de surveillance ou si ce n'était pas des choses à développer dans l'avenir pour l'eau. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas ce même genre de réseau que nous avons sur l'air, mais il y a malgré tout quelques organismes qui s'y intéressent. Qu'est-ce qu'ils surveillent? Je ne sais pas précisément ce qu'ils surveillent, mais tu as raison, hein, c'est ce que j'ai dit dans la dernière slide de cartographie jaune et rouge, là, comme quoi ce n'est qu'une vision que sur l'inhalation de l'air. Et tu as raison, il y a tout un tas d'autres vecteurs de contamination qui échappent à cela, l'alimentation, l'eau et autres. Je ne sais pas, Gwen, je ne sais pas si tu sais, toi ou Marc, je vois que il semblerait que tu saches qui, oui, sur l'air, sur l'eau. Oui, alors sur l'eau, je vous rassure, la France est couverte d'un réseau de surveillance qui est très complet et très complexe parce qu'il y a différents types d'eau. Il y a l'eau potable, évidemment, il y a l'eau des rivières, il y a les eaux de surface, il y a les eaux souterraines. Tout ça, c'est géré à travers les différents comités de bassin. Donc, nous, on dépend du bassin Rhône, Méditerranée et Corse, qui démultiplie des structures par ce qu'on appelle des bassins versants. Donc, le bassin versant, c'est tout ce qui coule vers une rivière donnée et s'organise autour de ces bassins versants, pareil, des structures particulières, des programmes de gestion de la ressource en eau, de la surveillance. Donc, il y a vraiment un maillage très complet, voire complexe. Et il est complètement à l'œuvre sur un nouveau sujet, qui a quand même émergé suite à l'été 2022 avec l'accroissement des sécheresses, donc sur les problématiques de
raréfaction de la ressource et sécheresse qui dure. Donc, alors, il y a la ressource, mais il y a la qualité. Et donc, les deux sont liés et les deux sont sous haute surveillance. Après, il y a une question sur le lien entre les COV, la couche d'ozone et l'effet de serre. Bon, la couche d'ozone, c'est à des altitudes très élevées. Qu'il y ait de l'ozone en ce lieu, il le faut pour filtrer les rayons solaires et pour éviter qu'ils ne soient trop agressifs sur nous. L'ozone que je mesure moi, quand on mesure moi, c'est ce que l'on respire nous, et c'est un oxydant très puissant, cet ozone-là, et il est néfaste à la santé. Donc c'est les mêmes molécules, mais elles ne sont pas au même lieu. L'une est vertueuse en l'air et elle n'est pas très intéressante là où l'on respire. L'effet de l'ozone sur le bouleversement climatique et tout ça, je ne le connais pas précisément. On va faire simple, mais tout ce que l'on émet sur Terre a une incidence sur la planète. Mais principalement quand même les gaz à effet de serre, hein, plus que les COV, donc plutôt le CO2, le méthane et autres protoxydes d'azote ont plus d'impact sur le bouleversement climatique que ne l'ont les COV. Mais ça doit participer sans doute quand même. Okay. Et les effets cocktails. Ouais, alors les effets sur la santé. Hein. Ouais, voilà, le sujet revient tout le temps dans les discussions avec les territoires et tout ça. Le cocktail, l'effet cocktail. Bon, l'effet cocktail, il n'existe pas un cocktail, il y a des cocktails. Et le cocktail d'aujourd'hui n'est pas le cocktail de demain, le cocktail de Fos n'est pas celui de Port-de-Bouc, le cocktail d'hiver n'est pas celui d'été. Et donc, une fois que j'ai dit ça, comment voulez-vous qu'il y ait quelqu'un qui nous fixe un seuil de cocktail? Faut-il y avoir 12 microgrammes de NOx plus 3 d'ozone et 2 de PM ou l'inverse, 13 d'ozone? Bon, bref, c'est l'enfer. Nous, pour l'instant, donc du coup, ce qu'on a fait, ce qu'on fait vraiment, c'est donner de l'information molécule par molécule. Et je conviens que c'est pas satisfaisant, mais c'est déjà une approche. Et puis après, il y a le dernier sujet qui est Scénarii, notre étude, où ce n'est pas de cocktail dont on parle, mais de cumul. De dire, puisque personne n'est en capacité à se prononcer sur un cocktail, sur les seuils, ben déjà, prononçons-nous en cumul, c'est-à-dire, je dépasse presque le seuil d'ici, de cette molécule, presque celui-là, je dépasse celui-là, je dépasse celui-là, est-ce que finalement on cumule? Et donc, l'ARS, qui est avec nous dans le projet Scénarii, se prononce sur le cumul des polluants atmosphériques dans notre territoire. Mais le cocktail, après, voilà, donc, quand on parle de cocktail, ce qu'on pourrait tous s'entendre, c'est que vraisemblablement, le cocktail sur les bords de l'étang de Berre est plus diverses et variées qu'un cocktail à Limoges ou même à Nice, qui est presque exclusivement de voitures et de bateaux et d'avions, alors que nous, on a voitures, bateaux, avions, plus un monde industriel très divers et varié. Donc, on peut tous s'entendre que le cocktail doit être plus divers et potentiellement, du coup, peut-être plus problématique en termes de santé. Très bien, merci bien. Donc évidemment, sur l'eau, je complète avec la remarque de Jean-François qui était de dire que c'est ce qui est intéressant aussi, c'est la mise en disponibilité de la chimie de l'eau aux citoyens, quoi. Mais donc, on arrive à la fin là. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question pour qu'il n'y ait pas de regret quand même? Non? Eh bien, merci Gwen, beaucoup. s'il te plaît, Oui. juste avant de conclure, c'est de dire vite fait que l'ensemble de ces informations, alors le PowerPoint, Gwen, tu le mettras à disposition, bien sûr, tu l'as dit, c'est enregistré, sera diffusé. Sachez quand même que bon nombre, à peu près tous les éléments que je vous ai présentés, finalement, sont aussi accessibles depuis le site internet Dispositif Réponse, dans un onglet tout en haut qui s'appelle Panorama de territoire. Donc, cette diminution des molécules dont je vous ai fait part, je le porte, Atmosud le diffuse déjà sur notre site, d'une part, mais sur le site de Gwenaël, de l'USPI Réponse, Dispositif Réponse, et que les quantités émises aussi, les quantités émises le sont aussi. Et de finir vraiment pour dire, voilà, moi, est-ce que tu peux nous dire, Sébastien, est-ce que tu peux nous dire 2 ou 3 infos clés pour toi, messages clés que tu voudrais vraiment... voilà, c'est ça. Mais je voulais finir par là-dessus en disant que moi, je suis présent sur les bords des Temps de Berre et à travailler chez Atmosud depuis 1995, donc ça fait une paye que je suis là. Je mobilise des moyens de mesure Atmosud en permanence pour ouvrir les yeux sur les territoires, ce qu'il y a, et je veux lutter coûte que coûte sur l'information que j'entends dire parfois, que c'est de pire en pire. Non. Franchement, je ne peux pas accepter d'entendre ce message, c'est de pire en pire, c'est pas possible. Il y a des niveaux de polluants sur des molécules qui nous posent problème en santé qui n'ont de cesse que de diminuer. Il y a des quantités émises dans nos territoires qui n'ont de cesse que de diminuer. J'entends que c'est dur à comprendre parce que on voit bien nos routes se charger jour après jour, on voit bien des navires supplémentaires arriver. On voit bien des avions aussi en plus grand nombre, mais voilà, les progrès technologiques de chacune de ces sources conduisent
à faire qu'il y a diminution de niveau et de finir par dire, pour autant, notre santé n'est pas exempte de toute agression, loin s'en faut. On est toujours dans des niveaux où notre santé est mise à mal. Voilà. Merci Sébastien, merci pour cette conclusion. Donc je vous remercie tous pour votre participation à ce Café Réponse. Donc le prochain Café Réponse, ce sera en novembre, puisque celui d'octobre tombe pas dans les vacances scolaires. Donc ça sera en novembre et ça sera sur la vision INSEE du territoire, qui est très instructive. Et je vous invite particulièrement, par contre, à participer au temps 2 du dispositif Réponse, qui aura lieu donc au moment de la Journée nationale de la qualité de l'air, c'est-à-dire le 12, 13 et 14 octobre, à Fos-Martigues et Hérognac, je vais y arriver, à Fos-Martigues et Hérognac. Vous retrouverez tout ça sur notre site internet, donc dispositif-réponse.org, et Shirley a tout mis en ligne, bien évidemment, sur le chat. Donc, merci à tous pour votre participation et à très bientôt pour un prochain Café Réponse ou autant d'eux. Merci à vous. Au revoir. Au revoir à tous.